la neige tombait, dense et lourde, en cette veille de Noël, transformant les rues étroites du village de Provence en un tableau flou de blanc et de gris. Les flocons s'accrochaient aux toits de tuiles romaines et aux volets colorés, étouffant les sons et plongeant le monde dans un silence cotonneux. Nicolas Dubois se tenait devant le centre d'accueil Saint-Martin, son manteau de laine épaisse déjà saupoudré d'une fine pellicule de givre, observant la file de personnes qui attendaient patiemment d'entrer. 3 mois. Cela faisait 3 mois qu'il était bénévole ici. Depuis que son thérapeute lui avait suggéré, avec une infinie douceur, qu'aider les autres pourrait peut-être l'aider lui aussi. À 59 ans, Nicolas Dubois possédait tout ce dont la plupart des gens rêvaient. Son bureau de direction avec une vue imprenable sur les vignobles et les collines, une grande maison de campagne en Provence qui dominait la vallée, un portefeuille d'investissement qui pourrait subvenir aux besoins de plusieurs générations. Il était le PDG de Technologies Dubois, un nom qui commandait le respect dans les salles de conseil à travers tout le pays. Il avait également perdu tout ce qui comptait. Sa femme, Valérie, était morte il y a 7 ans. Un cancer, rapide et impitoyable, qui l'avait emporté en quelques mois, laissant un vide abyssal que rien n'avait pu combler. Son fils, Lucas, vivait maintenant à Londres, trop absorbé par sa propre carrière pour lui rendre visite plus d'une fois par an. Leurs appels étaient brefs, polis, mais dépourvus de la chaleur d'antan. Autrefois, les fêtes étaient synonymes de chaleur, de rire, de l'odeur réconfortante des célèbres crêpes de Valérie qui embaumaient toute la maison. Maintenant, ce n'était plus qu'une succession de jours à endurer, un rappel brutal de sa solitude. Mais ce soir, Nicolas était là, aidant à servir le dîner à des gens qui possédaient bien moins que lui et qui, paradoxalement, semblaient infiniment plus vivants. Il avait retiré sa cravate en soie, roulé les manches de sa chemise blanche impeccable sous son manteau sombre, et se tenait prêt à accomplir n'importe quelle tâche. Monsieur Dubois, la placeur Monique, la religieuse âgée qui dirigeait le centre avec une main de fer dans un gant de velours. Ses yeux pétillants trahissaient une énergie que son corps frêle ne laissait pas deviner. Pourriez-vous nous aider à rentrer les derniers dons de la zone de déchargement? La tempête s'intensifie, et je veux que tout soit à l'abri. Bien sûr, répondit Nicolas, sa voix un peu rauque à cause du froid. Il se dirigea vers l'entrée arrière. La zone de déchargement était partiellement abritée par un auvent, mais restait ouverte aux éléments déchaînés. Le vent glacial s'engouffrait, faisant tourbillonner la neige. Nicolas commença à déplacer les cartons de couverture et de manteaux d'hiver donnés, travaillant avec une méthode quasi militaire malgré le froid qui mordait ses doigts et engourdissait ses mains. Il tendait le bras pour saisir le dernier carton, une grande boîte remplie de jouets pour les enfants, quand un son le figea sur place. Une voix d'enfant, frêle et effrayée, à peine audible par-dessus les hurlements du vent. « S'il vous plaît. Il y a quelqu'un » Nicolas se retourna, plissant les yeux pour tenter de percer le rideau de flocons tourbillonnants. Au début, il ne vit rien d'autre que le chaos blanc de la tempête. Puis un mouvement attira son regard. 2 petites silhouettes, blotties contre le mur en pierre du bâtiment, partiellement dissimulées par une benne à ordures. Il s'approcha rapidement, le cœur soudainement serré par une angoisse sourde. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang plus encore que le vent. 2 enfants. Un garçon qui ne pouvait avoir plus de 9 ans, vêtu d'une doudoune rouge bien trop fine pour un tel temps, avec un sac à dos marron sur les épaules. Ses cheveux sombres étaient plaqués sur son front par la neige fondue, son visage rougi par le froid intense. Et dans ses bras, il serrait une petite fille, peut-être de 3 ou 4 ans, avec des tresses blondes et un anorak rose. Une écharpe grise était enroulée autour de son cou, et son visage était enfoui contre l'épaule de son frère, comme pour se protéger du monde entier. « Est-ce que ça va » demanda Nicolas en s'agenouillant, sans se soucier de la neige qui imbibait instantanément le tissu coûteux de son pantalon. Le garçon leva vers lui des yeux qui contenaient bien trop de peur et de méfiance pour quelqu'un d'aussi jeune. C'était un regard d'adulte sur un visage d'enfant. « S'il vous plaît, monsieur, dit-il, la voix tremblante à la fois de froid et d'une émotion plus profonde, plus terrible. On a besoin d'aide. Ma sœur. Elle ne peut plus marcher. Sa jambe est blessée. Est-ce qu'on peut rester avec vous? L'esprit de Nicolas s'emballa. Des enfants. Seuls. Dans une tempête de neige, la veille de Noël. C'était un scénario de cauchemar. Où sont vos parents? Demanda-t-il aussi doucement que possible, pour ne pas les effrayer davantage. La mâchoire du garçon se crispa, un pli de détermination amère se formant autour de sa bouche. Parti.
Il n'y a plus que nous maintenant. Juste moi et Manon. C'est moi qui m'occupe d'elle. La petite fille, Manon, souleva légèrement la tête. Son visage était d'une pâleur cireuse, ses lèvres teintées de bleu. Froid, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, un souffle de détresse. Nicolas n'hésita pas une seconde de plus. Venez, dit-il en tendant les bras vers Manon. Entrons tous les deux à l'intérieur, là où il fait chaud. Le garçon se tendit, resserrant son étreinte protectrice autour de sa sœur. Vous n'allez pas appeler quelqu'un pour nous emmener? Nicolas plongea son regard dans ses yeux effrayés et y vit quelque chose qui le reconnut instinctivement. Un besoin désespéré de protéger. Le seul membre de la famille qui vous reste. Pour l'instant, dit-il en choisissant ses mots avec soin, je vais juste vous mettre au chaud et vous donner à manger. C'est tout. Je vous le promets. Le garçon le scruta longuement, avec une intensité déconcertante, comme s'il tentait de lire au plus profond de son âme. Puis, lentement, il hocha la tête. D'accord. Mais c'est moi qui porte Manon. C'est toujours moi qui porte Manon. Très bien, accepta Nicolas, comprenant la nécessité pour ce jeune garçon de conserver son rôle de protecteur. Il se releva et tendit la main pour l'aider à se mettre debout. Je m'appelle Nicolas. Et toi? Léo, répondit le garçon en luttant pour se redresser tout en soutenant le poids de sa sœur. Voici Manon. Enchanté de vous rencontrer, dit Nicolas. Il mourait d'envie d'insister pour porter Manon lui-même. L'enfant semblait à peine consciente, un poids mort dans les bras de son frère. Mais il comprenait que Léo en avait besoin. Il devait être celui qui la sauvait. Alors, au lieu de cela, il marcha à leur côté, le bras tendu, prêt à les rattraper s'ils tombaient, tandis qu'il se frayait un chemin à travers la neige jusqu'à l'entrée du refuge. À l'intérieur, la chaleur les frappa comme une vague bienfaisante. La grande salle commune bourdonnait de vie. Des familles, des individus seuls, tous cherchant un refuge contre la tempête et la dureté de la vie. L'air était empli de l'odeur réconfortante de la soupe chaude et du pain frais. Des décorations de Noël, un peu défraîchies mais joyeuses, étaient accrochées au mur, créant une atmosphère de fête malgré tout. Sœur Monique se précipita vers eux dès qu'elle les aperçut. Miséricorde! Souffla-t-elle en évaluant l'état des enfants d'un seul regard expert. Nicolas, amenez-les tout de suite à l'infirmerie. Le centre disposait d'une petite pièce réservée aux soins médicaux, tenue par des infirmières bénévoles. Nicolas y guida Léo tandis que sœur Monique se hâtait de préparer les lieux. Une fois à l'intérieur, Léo permit enfin à Nicolas de prendre Manon et de la déposer délicatement sur la table d'examen. L'infirmière bénévole, une femme au visage bienveillant nommée Marie Leclerc, qui devait avoir la soixantaine, commença à examiner Manon avec une efficacité douce et rassurante. La petite fille était consciente, mais visiblement épuisée et transie de froid. Lorsque Marie retira avec précaution la botte de Manon pour examiner sa jambe, ils virent tous l'ampleur du problème. Sa cheville était enflée, violacée, et tordue dans un angle qui souleva l'estomac de Nicolas. « Il faut faire une radio, dit Marie à voix basse. Elle doit aller à l'hôpital. » Non. La voix de Léo était tranchante, chargée de panique. Pas d'hôpitaux. Ils vont appeler les gens. Ils vont nous séparer. Je l'ai promis. J'ai promis que je garderai Manon en sécurité. Nicolas s'agenouilla à côté de Léo. Léo. Manon a besoin de soins médicaux. Sa cheville est gravement blessée. Je sais. Des larmes coulaient maintenant sur les joues du garçon, des larmes qu'il ne cherchait même plus à retenir. C'est arrivé il y a 3 jours. Elle est tombée dans des escaliers. Mais si on va à l'hôpital, ils vont poser des questions. Ils vont appeler les services sociaux. Ils vont nous mettre dans des foyers différents. Je ne peux pas. Je ne peux pas la perdre. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce qu'il me reste. L'angoisse dans la voix du garçon brisa quelque chose dans le calme soigneusement entretenu de Nicolas. Il posa une main sur l'épaule de Léo. Raconte-moi ce qui s'est passé. Tout. Léo s'essuya le visage avec le dos de sa main. Notre maman est morte il y a 6 mois. Accident de voiture. On n'a pas d'autre famille. Pas de grands-parents, pas de tantes, pas d'oncles, personne. Maman disait toujours que c'était juste nous 3 contre le monde. Sa voix se brisa.
Ils nous ont placés en famille d'accueil. Des maisons différentes. J'étais dans un endroit, Manon dans un autre. Je ne pouvais la voir qu'une fois par semaine, et elle pleurait à chaque fois que je devais partir. Elle a arrêté de manger. Elle avait si peur. Manon gémit et Léo se tourna immédiatement pour lui prendre la main. « Ça va, Manon. Je suis là. » « Et ensuite ?» demanda Nicolas doucement. La famille d'accueil de Manon. Ce n'étaient pas des gens méchants, mais il y avait trop d'enfants, pas assez de surveillance, c'est comme ça qu'elle est tombée. Et quand j'ai appris qu'elle était blessée et qu'il ne l'emmenait pas chez le médecin parce qu'il ne voulait pas s'embêter avec la paperasse, je ne pouvais pas la laisser là-bas. Je ne pouvais pas. La voix de Léo était devenue féroce. Alors, je l'ai prise. Il y a 3 jours. J'y suis allé et je l'ai prise et on s'est caché. Je pensais que je pourrais m'occuper d'elle. Je pensais que je pourrais nous garder en sécurité. Mais la tempête est arrivée et on n'avait plus d'argent et je ne savais plus où aller. Tu as bien fait de venir ici, dit Nicolas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Léo, et il paraissait si jeune, si terrifié, le poids du monde sur ses petites épaules. Manon a besoin d'aide. Mais si je l'emmène à l'hôpital, ils vont m'arrêter pour l'avoir enlevée. Ils nous sépareront à nouveau. Je ne peux pas, monsieur Nicolas. Je ne peux pas. L'esprit de Nicolas tournait à plein régime, évaluant les possibilités, les options, les ressources dont il disposait. Marie, dit-il en se tournant vers l'infirmière. Quelle est la gravité de la blessure? La cheville est très certainement cassée, dit Marie. Elle a besoin de soins médicaux appropriés, mais sa vie n'est pas en danger immédiat. Ça fait déjà 3 jours. Quelques heures de plus ne feront pas une différence critique. Nicolas hocha lentement la tête. Il sortit son téléphone et passa un appel. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Léo, la tension visible dans chaque muscle de son corps. « J'appelle mon avocat, » répondit Nicolas. « Fais-moi confiance. » La conversation fut brève. Nicolas expliqua la situation à voix basse, posa plusieurs questions précises et écouta attentivement les réponses. Quand il raccrocha, il se tourna de nouveau vers Léo. « Voici ce qui va se passer, » annonça Nicolas. « Je vais vous emmener, toi et Manon, à l'hôpital, un hôpital privé où j'ai des relations. Nous allons faire soigner la cheville de Manon. Et pendant ce temps, mon avocat va déposer une demande en urgence. » « Quel genre de demande ? » demanda Léo, méfiant. « Pour faire de moi votre tuteur temporaire. Juste pour cette nuit, juste pour vous garder en sécurité et ensemble pendant qu'on trouve une solution. C'est la veille de Noël, donc ce ne sera pas officiel avant l'ouverture des tribunaux après les fêtes. Mais cela nous donnera une couverture légale pour vous maintenir hors du système jusqu'à ce que nous puissions trouver une meilleure solution. » Léo le dévisagea, abasourdi. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne nous connaissez même pas. » Nicolas réfléchit à cette question. Pourquoi faisait-il cela? Il pourrait appeler les autorités compétentes, les laisser gérer la situation, se laver les mains de ce problème. Ce serait la chose la plus sensée à faire. Mais il regarda Léo, l'amour féroce dans les yeux du garçon alors qu'il tenait la main de sa sœur. Il regarda Manon, si petite et blessée, faisant une confiance absolue à son frère. Il pensa à Lucas, à la façon dont il avait tant travaillé quand son fils était jeune, manquant les matchs de foot, les pièces de théâtre de l'école et les soirées tranquilles à la maison. Il pensa à Valérie, qui avait toujours su voir la douleur des gens et tendait la main sans hésitation. Parce que, dit Nicolas tranquillement, quelqu'un devrait le faire. Et ce soir, ce quelqu'un, c'est moi. 2 heures plus tard, il se trouvait à l'hôpital régional de Provence, l'un des meilleurs de la région, où Technologie Dubois avait fait de généreux dons au fil des ans. Manon était à la radiologie, avec Léo qui refusait de la quitter des yeux. Nicolas se tenait dans le couloir avec le docteur Sandrine Moreau, qu'il connaissait depuis 15 ans. La cheville est cassée à 2 endroits, lui annonça le docteur Moreau. Nous allons devoir la réduire et la plâtrer. Elle devra éviter de poser le pied pendant plusieurs semaines, mais les enfants guérissent vite. Elle s'en sortira. Et le reste? Malnutrition, hypothermie? Elle est en sous-poids et déshydratée. Mais rien qui ne puisse être corrigé avec des soins appropriés. Nicolas, le docteur Moreau marqua une pause.
Ce que vous faites est très généreux, mais vous comprenez que c'est compliqué. Ces enfants sont dans le système pour une raison. Le système les a séparés, rétorqua Nicolas, entendant la dureté dans sa propre voix. Le système a laissé une enfant de 4 ans avec une cheville cassée sans soins médicaux. Le système est imparfait, concéda le docteur Moreau. Mais il existe pour protéger les enfants. Alors laissez-moi les protéger, dit Nicolas. Au moins pour l'instant. Au moins jusqu'à ce que nous sachions qu'ils resteront ensemble, en sécurité. Le docteur Moreau l'étudia. Vous êtes sérieux au sujet de cette tutelle temporaire? Je le suis. Vous savez dans quoi vous vous engagez? 2 enfants traumatisés, dont l'une aura besoin de semaines de soins, et vous devrez faire face au système de l'aide à l'enfance, qui n'apprécie guère que l'on se mêle de ses affaires. Nicolas pensa à sa grande maison de campagne vide, à ses journées silencieuses, à ses fêtes de fin d'année solitaires. Peut-être que j'ai autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi. Le docteur Moreau esquissa un léger sourire. Valérie serait fière de vous. La mention du nom de sa femme serra la poitrine de Nicolas. Elle dirait que je suis un idiot de ne pas l'avoir fait plus tôt. Elle dirait ça, en effet, acquiesça le docteur Moreau. Très bien. Je veillerai à ce que Manon reçoive les meilleurs soins. Et Nicolas, pour ce que ça vaut, je pense que vous faites ce qu'il faut. Il était plus de minuit quand ils quittèrent enfin l'hôpital. La cheville de Manon était dans un plâtre rose vif où elle avait été très précise sur la couleur et elle était somnolente à cause des analgésiques. Léo marchait à côté de Nicolas, sa main agrippant celle de sa sœur alors qu'elle sommeillait dans les bras de Nicolas. « Où est-ce qu'on va » demanda Léo tranquillement alors qu'il montait dans la vieille Renault 4 de Nicolas. « Chez moi, dit Nicolas. J'ai des chambres d'amis. Vous y serez à l'aise. Pour combien de temps ? Commençons par cette nuit et nous verrons ce que demain nous apporte. » Le trajet à travers les routes enneigées du village fut silencieux. Léo regardait par la fenêtre les paysages endormis, et Nicolas ne pouvait qu'imaginer ce que le garçon pensait. Quand ils arrivèrent devant le portail en fer forgé de la maison de campagne de Nicolas, les yeux de Léo s'écarquillèrent devant la richesse évidente du lieu. « Vous habitez ici » demanda-t-il, incrédule. « Oui » répondit simplement Nicolas. La longue allée menant à la maison était silencieuse, à l'exception du crissement des pneus sur la neige fraîche et de la respiration douce de Manon. Quand Nicolas ouvrit la lourde porte en bois, Léo s'arrêta sur le seuil, submergé. L'espace était énorme. De hautes fenêtres allaient du sol au plafond, offrant une vue sur la campagne enneigée sous la lune, des meubles modernes, des œuvres d'art au mur. C'était magnifique, impressionnant et complètement impersonnel. Nicolas vit soudain sa maison à travers les yeux de Léo et ressentit une vague de quelque chose qui ressemblait à de la honte. Tout cet espace, tout cet argent, et tout ce vide. « Venez, dit-il doucement. Allons vous installer. » Il les conduisit à l'aile des invités. 2 chambres reliées par une salle de bain. Ces chambres sont à vous, pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. Léo le regarda avec ses yeux trop vieux pour son âge. Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous ? Nicolas déposa délicatement Manon sur l'un des lits. Elle marmonna mais ne se réveilla pas. Il se redressa et regarda Léo. Assieds-toi, dit-il. Léo s'assit sur le bord de l'autre lit, et Nicolas s'assit à côté de lui. Quand j'avais à peu près ton âge, commença Nicolas, mon père est mort. Crise cardiaque, très soudaine. Ma mère, elle a fait de son mieux, mais elle s'est effondrée. Elle a commencé à boire. Elle ne pouvait pas garder un travail. Nous avons perdu notre maison. Pendant un temps, nous avons vécu dans notre voiture. Léo le regarda avec surprise. Vous ? Moi, confirma Nicolas. Finalement, une enseignante a remarqué. Madame Leroy. Elle et son mari nous ont accueillis, juste pour quelques semaines au début, le temps que ma mère se fasse soigner. Mais ces quelques semaines se sont transformées en mois, puis en années. Ils nous ont sauvés, Léo. Ils ont sauvé la vie de ma mère et la mienne. Et ils m'ont appris que parfois, la chose la plus importante que l'on puisse faire est d'aider quelqu'un quand il en a le plus besoin. Qu'est-il arrivé à votre mère ? Elle s'est rétablie. Elle est devenue sobre, a trouvé un travail, et a fini par retrouver son propre logement. Mais je suis resté chez les Leroy jusqu'à mon diplôme. Ils m'ont payé mes études. Nicolas fit une pause.
Madame Leroy est morte il y a 10 ans. Monsieur Leroy 5 ans après. Je n'ai jamais pu leur rendre l'appareil. Pas vraiment. Il n'aurait pas voulu que j'essaie. Il disait que la gentillesse ne fonctionne pas comme ça. On ne la rembourse pas. On la passe au suivant. Léo resta silencieux un long moment. C'est ça que vous faites? Vous passez au suivant? Peut-être, dit Nicolas. Ou peut-être que je suis juste un vieil homme seul qui a réalisé ce soir que je vivais dans cette maison comme si c'était un musée au lieu d'un foyer. Peut-être que vous m'aidez autant que je vous aide. Je ne pense pas qu'on puisse beaucoup vous aider, dit Léo. On n'a rien. Nicolas sourit. Tu serais surpris. Il montra à Léo où tout se trouvait. Les serviettes, les couvertures supplémentaires, la cuisine. Je préparerai le petit déjeuner demain matin. Mais si vous avez faim avant, servez-vous. Et Léo, tu peux fermer les portes à clé si ça te rassure. Je comprends. Léo hocha la tête, une partie de la tension semblant quitter ses épaules. Merci pour tout. De ne pas avoir appelé la police, d'avoir aidé Manon, de nous avoir vus. Repose-toi bien, dit Nicolas. On réfléchira à la suite demain. De retour dans sa propre chambre, Nicolas se tint à la fenêtre et regarda la neige tomber. Le village était calme, paisible, transformé par le manteau blanc qui recouvrait sa rudesse habituelle. Quelque part là dehors, il y avait des milliers d'autres Léo et Manon, des enfants qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin que quelqu'un les voie. Il ne pouvait pas tous les sauver. Il le savait. Mais ce soir, il en avait sauvé 2. Cela devait compter pour quelque chose. Son téléphone vibra. Un SMS de son avocat. Tutelle temporaire d'urgence déposée. C'est irrégulier, mais étant donné votre position et les circonstances, je pense que nous pouvons y arriver. On en reparle après Noël. Ce que vous faites est bien, Nicolas. Nicolas posa le téléphone et s'assit sur le bord de son lit. Pour la première fois en 7 ans, sa maison ne lui semblait pas vide. Pour la première fois depuis une éternité, il avait l'impression d'avoir un but au-delà de la prochaine réunion, du prochain contrat, de la prochaine réussite qui le laisserait inévitablement avec un sentiment de vide. Il pensa à Valérie. Si elle était là, elle serait déjà en train de s'agiter autour des enfants, de planifier les repas et les activités, remplissant l'espace de chaleur et de vie. Il n'était pas Valérie. Il n'avait pas son don naturel pour prendre soin des autres. Mais il pouvait essayer. Il pouvait faire de son mieux. Cela devrait suffire. Le matin, Nicolas fut réveillé par Léo qui se tenait, hésitant, dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Le garçon semblait avoir à peine dormi. « Tout va bien ?» demanda Nicolas en se redressant. « Manon vous demande, » dit Léo. « Elle est perdue, elle ne sait pas où on est. Je lui ai expliqué, mais je crois qu'elle veut l'entendre de votre bouche. » Nicolas suivit Léo jusqu'à la chambre d'amis. Manon était réveillée, calée sur des oreillers, sa jambe plâtrée surélevée. Ses yeux bleus étaient grands et inquiets. « Salut, Manon, » dit Nicolas doucement, en s'asseyant sur la chaise à côté du lit. « Comment te sens-tu ? » « J'ai mal à la jambe, » dit-elle d'une petite voix. « Et je ne sais pas où on est. »« Tu es chez moi. Toi et Léo êtes mes invités. Le docteur a réparé ta cheville hier soir. Tu t'en souviens ? » Manon hocha lentement la tête. « Il y avait une gentille dame docteur. Elle a dit que j'étais courageuse. »« Tu as été très courageuse, » confirma Nicolas. « Et maintenant, tu dois te reposer pour que ta cheville guérisse. »« On a des ennuis ? » demanda Manon. « Est-ce que Léo a des ennuis ? » « Personne n'a d'ennuis, » dit fermement Nicolas. « Promis ? » « Promis. » Manon l'étudia avec cette intensité déconcertante des enfants. « Léo dit que vous êtes gentil. Léo a souvent raison sur les gens. Ton frère est très intelligent et très courageux aussi. Il a bien pris soin de toi. Il prend toujours soin de moi, » dit Manon. « Depuis que maman est partie au ciel. » La gorge de Nicolas se noua. « Il t'aime très fort. Je l'aime aussi. » Manon marqua une pause. « On peut rester ici, juste un petit peu, jusqu'à ce que ma jambe aille mieux. » Nicolas regarda Léo, qui se tenait dans l'encadrement de la porte, essayant de paraître indifférent à la réponse.
mais attendant clairement avec une anxiété désespérée. Oui, dit Nicolas. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. Manon sourit. Le premier vrai sourire qu'il voyait d'elle. C'est Noël, n'est-ce pas? Dit-elle. Léo a dit que c'était la veille de Noël hier soir. C'est le jour de Noël maintenant, confirma Nicolas. Maman faisait toujours des crêpes à Noël, dit Manon avec nostalgie. Alors je vais faire des crêpes, dit Nicolas. Je ne suis pas sûr qu'elles seront aussi bonnes que celles de ta maman, mais je ferai de mon mieux. Plus tard, dans la cuisine immense et immaculée, Nicolas tenta de faire des crêpes sous le regard sceptique mais mal dissimulé de Léo. Nicolas n'avait pas beaucoup cuisiné depuis la mort de Valérie. Ses repas provenaient généralement de restaurants ou des plats préparés par sa femme de ménage. Mais il se souvenait des bases. Et après quelques tentatives informes, il réussit à produire quelque chose de comestible. Ils mangèrent ensemble à la grande table de la salle à manger, une table qui restait habituellement inutilisée, sauf quand Nicolas y mangeait un plat à emporter devant son ordinateur portable. Manon, encore douloureuse mais plus vive maintenant, lui raconta les Noëls passés, les décorations que sa mère fabriquait, les traditions qu'ils avaient. On n'avait pas beaucoup d'argent, dit Léo à voix basse. Mais maman rendait toujours ça spécial. Elle trouvait des choses dans les dépôts-ventes, fabriquait des décorations en papier. Elle disait que Noël, ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'amour et d'être ensemble. Elle avait raison, dit Nicolas. Après le petit déjeuner, Nicolas passa quelques appels. À son avocat, pour le tenir au courant de la situation. Au docteur Moreau, pour savoir ce dont Manon aurait besoin pour sa convalescence. À sa femme de ménage, lui demandant d'acheter certaines choses, des vêtements pour les enfants, des jouets, des livres, tout ce qui semblait approprié. Et puis, après un moment d'hésitation, il appela Lucas. « Papa ?